Vous écoutez Trends Bourse avec Gaël Poncelet et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance, en podcast réalisé avec le soutien de la banque ING. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse. Nous allons évoquer l'inflation, entre autres en fin d'épisode avec Charlotte de Montpellier, qui s'interroge si l'inflation actuelle est un simple choc ou une hausse qui s'annonce durable. On va revenir dans cet épisode sur quelques éléments qui sont quand même rassurants par rapport à cette inflation. On parlera évidemment des taux, on s'interrogera sur cette bourse qui a l'air de flamber un peu trop, et puis quelques résultats. Il y en a eu peu, mais certains résultats intéressants. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Il y a encore pas mal de choses à évoquer cette semaine, mais c'est vrai que commençons par cette inflation. On s'inquiète un petit peu à cause des prix de l'énergie. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a quand même, dans les éléments économiques habituels ou en tout cas qu'on peut consulter, quelques éléments qui seraient plutôt rassurants sur une hausse temporaire de l'inflation? Mais oui, mais je prendrais ici les États-Unis, c'est quand même eux qui donnent le ton sur la scène financière. Il y a eu pas mal d'éléments rassurants, apaisants depuis le début du mois d'août, puisqu'on n'a pas évoqué l'actualité la semaine dernière, en matière de création d'emplois en particulier. Le marché, finalement, était beaucoup moins bullish que prévu. On attendait 80 000 créations d'emplois au mois de juillet. Finalement, on a assisté à la destruction de 23 000 emplois. C'est pas la première fois cette année-ci d'ailleurs, qu'on assiste à un phénomène de ce genre. Et alors, en plus, la révision des mois de mai et juin a porté sur moins 103 000 emplois. Donc 103 000 emplois détruits ici aussi. Alors, certains diront: «Oui, mais ça, c'est global. Est-ce qu'en est-il dans le domaine privé?» Ça, ce sont les données ADP, comme on dit. Et ADP, oui, c'est vrai, là, de ce côté-là, il y a création d'emplois, 44 000 en juillet, mais on vient de plus du double en juin et on attendait 75 000. Donc on est largement en dessous. Donc vraiment, création d'emplois, un élément apaisant pour la conjoncture et donc pour l'inflation éventuelle. D'ailleurs, l'inflation a été annoncée la semaine dernière. On l'estimait, les analystes, les économistes plutôt, s'attendaient à un statu quo à 3,5%. On est à 3,4% en juillet. Inflation inférieure aux prévisions. Heu, Petite remarque tout de même, dans cette inflation, il y a une hausse des prix des équipements informatiques. C'est pas vraiment étonnant. On a déjà dit ici que le prix des puces s'envolait et que Apple, par exemple, avait annoncé des hausses de prix sensibles. Oui, forcément, ça se retrouve donc dans les chiffres de l'inflation, même si globalement, ils sont un peu inférieurs d'un mois à l'autre. Alors, un autre élément encore apaisant, encore une fois, ce sont les ventes au détail. On sait que le consommateur américain est toujours, un grand acheteur, même à crédit. Ces ventes au détail ont été inférieures aux prévisions en juillet. Alors, conséquence, et ça c'est très intéressant, conséquence de ces éléments apaisants, c'est que maintenant les économistes ne s'attendent pas vraiment et même plus du tout à une hausse des taux de la Fed le mois prochain. Le dernier chiffre qui a été annoncé vendredi dernier, pa table sur 30 seulement de chances de hausse. Autrement dit, ce serait plutôt le statu quo. On vient de 47 une semaine plus tôt à peine et on était à plus de 60 voici quelques semaines. Donc grande chance qu'il n'y ait pas de hausse des taux. Ça, c'est quand même un élément majeur dans le décor, même si il faut quand même ajouter que les taux d'intérêt sur les marchés obligataires donc, ne se sont pas apaisés pour autant. Le 10 ans américain reste à 4,7%. Il a retrouvé ses sommets de la fin 2024. Ça n'a pas faibli depuis un mois et le 30 ans, approche de 5,3% au plus haut depuis 20 ans. Donc élément économique apaisant, mais le taux du marché, p exige toujours une prime de risque visiblement. Oui, alors autre élément qui peut quand même, inquiéter, c'est, la bourse en ce moment qui semble un petit peu flamber. Si on reprend, la métaphore qu'on utilisait la semaine dernière entre, l'économie, le promeneur et le chien, la bourse, est-ce que le chien est devant ou derrière le promeneur en ce moment?
Oui, mais justement, je dirais qu'il est derrière en ce moment, aussi bizarre que ça puisse paraître. Parce que, bon, d'abord, on parle de record en record pour la bourse américaine aussi bien que pour les bourses européennes d'ailleurs, mais reprenons Wall Street. En fait, il y a une belle envolée fin juillet, début août, plus 6% sur une semaine environ, c'est beaucoup. Bah, depuis le début de l'année, on est à plus 13,5, c'est pas mal du tout. Enfin, c'est pas non plus une flambée et sur un an, on est à un bon 20%. Même chose, c'est très sympathique. C'est pas complètement déraisonnable. Surtout, et c'est ça, c'est l'élément que l'on a peut-être un peu tendance à oublier, même si on en parle tout le temps, c'est la flambée des bénéfices des entreprises. Alors, le chiffre, officiel, si je puis dire, c'est plus 47% des bénéfices au deuxième trimestre pour les entreprises américaines, hem, à 1 an d'écart. Donc en réalité, ceci est dû à quelques plus-values, monstrueuses mais latentes, heu inscrites par Amazon et Alphabet sur leurs titres anthropiques. Donc ce n'est pas de l'argent qui rentre, c'est un bénéfice comptable uniquement. Pour te fixer les idées, Alphabet a annoncé un bénéfice formel de 112 milliards, mais moins de 41 milliards d'opérationnels. Bon, ça c'est la différence entre ce qui rentre dans la caisse et ce qui est une inscription. Hem Quand on exclut ces éléments exceptionnels, plusieurs analystes ont fait le calcul, on arrive à 30%. Je ne dirais pas 30% seulement, c'est beaucoup moins que 47, bah, ça reste énorme sur un an et rappelons donc 30% pour les bénéfices, la hausse et Wall Street plus 21%. Donc la hausse de Wall Street sur l'année écoulée est inférieure à la hausse des bénéfices. Alors, bien sûr, est-ce que ça va durer? C'est autre chose. Mais, le fait que la bourse donc ait avancé moins que les bénéfices se retrouve dans ce fameux rapport cours-bénéfice, le PI. On est à 26 aujourd'hui, ce n'est pas donné, c'est très clair. Mais on était à 29 en janvier et on était à 29 aussi déjà fin 2024. Donc formellement, sur la base des bénéfices actuels, bon, la bourse est moins chère qu'il y a 1 an et demi. Donc, on vole de record en record, oui, mais d'une certaine façon, ça n'est pas déraisonnable du tout. On constate quand même, que, bah, il y a quand même de l'achat, entre autres, du côté de Berkshire Hathaway. Mais oui, ça a fait les grands titres dans la presse financière américaine la semaine dernière et on le comprend. Berkshire Hathaway, faut-il le rappeler, c'est ce holding du fameux Warren Buffett, le meilleur investisseur du XXe siècle, a-t-il été sacré en 99? Un holding qui pèse quand même 1 000 milliards de dollars à peu près, hein. Warren Buffett qui a pris sa retraite le 31 décembre dernier. Ce n'était pas une retraite anticipée, hein, loin de là, il avait 95 ans. Son successeur, Greg Abel, visiblement, a un petit peu, modifié la politique puisque Berkshire Hathaway, effectivement, a acheté des actions à nouveau au dernier trimestre. On parle de solde net, hein, donc des achats qu'il emporte sur les ventes. Ça n'était pas arrivé depuis 3 ans et demi. Donc c'est quand même un événement assez marquant, pas étonnant que ça ait fait l'actualité. Qu'a-t-il acheté? En fait, des entreprises de construction. Ceci n'intéresse peut-être pas trop l'investisseur européen, évidemment. Il y aura des rachats d'actions propres, en augmentation sensible. Mais alors, ce que l'on relève, c'est qu'ils ont acheté pour 10 milliards d'actions Alphabet. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas passé inaperçu et on le comprend aisément. Donc il y a un certain optimisme de la part d'investisseurs aguerris, c'est le moins qu'on puisse dire, optimisme à l'égard de Wall Street finalement, en dépit de ces records, de records après records. Donc on peut s'attendre à ce que le chien rattrape son maître. Il y avait pas Mais de oui, parce que donc finalement le chien est derrière son maître. Si le maître c'est, le bénéfice des entreprises, eh bien le chien à la bourse, pour l'instant, il n'est pas devant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est derrière, bizarrement, oui, en effet. il y a eu peu de résultats cette, semaine, en tout cas peu de résultats marquants. On va quand même pointer l'un d'entre eux avec un signal qui finalement est quand même toujours le même. C'est bien, mais peut mieux faire. Mais oui, c'est Applied Materials qui s'y est collé la semaine dernière. C'est un des rares, résultats marquants. Remarquons, oui, il y a eu Cisco aussi, mais avec le même schéma, à savoir que c'est très bon, mais c'est pas assez très bon. Bon, en 2 mots,
Résultats supérieurs aux prévisions, supérieurs aux attentes, chiffre d'affaires plus 25% et un bénéfice par action 3,50 contre 3,40 attendu. Sur un an, c'est plus 41%, c'est quand même pas mal. Commentaires d'analystes, c'est bon, mais c'est pas exceptionnel. Ils deviennent très, très difficiles, les analystes, hein. Prévision de l'entreprise portée pour l'année entière de 20 à 30%, ben, tout ça n'a pas ému, non, moins 5% à la clôture de Wall Street. Bon, c'est comme ça pour tout le monde, visiblement. Rappelons, si besoin en était, que le titre Applied Materials, qui est un équipementier pour fabrication de semi-conducteurs, hein, c'est le grand concurrent américain du géant néerlandais ASML. Heu, cette action donc a presque doublé depuis le début de l'année et a fait fois 3 en un an. Donc ces moins 5% ne sont pas vraiment une catastrophe. Petite remarque au passage, le schéma est un peu le même pour ses concurrents Lab Research et KLA, qui avaient annoncé leurs résultats un peu avant Applied Materials. Est-ce qu'éventuellement, ça ne lui a pas porté ombrage? On espérait mieux. Autre petite remarque, le rapport cours-bénéfice de Applied Materials est le même que ASML. Donc, faut-il choisir l'un ou l'autre? Sur ce plan-là, ils se valent. Ou en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que les analystes sont devenus de plus en plus exigeants. Peut-être que les investisseurs devraient faire de même. Quelles leçons, en tout cas, peuvent tirer ces investisseurs cette semaine? Mais ce qu'il y a, c'est que donc le marché, finalement vole de record en record, oui, mais les bénéfices volent encore plus de record en record. Donc si ça dure, ce n'est pas certain, sur base donc de ça, le marché n'est pas tout à fait, déraisonnable et alors surtout ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que, Heu, il n'y a pas un pilier. Ce n'est pas seulement l'intelligence artificielle qui tire le marché vers le haut et en tout cas pas les ténors des semi-conducteurs. Il y a eu un renouveau des softwares, des logiciels au début du mois d'août, au détriment d'ailleurs des semi-conducteurs, qui ont pas mal reculé. Le secteur financier se porte bien aussi. Quand le pétrole grimpe, les valeurs pétrolières grimpent également. Donc il y a plusieurs piliers à la hausse et alors, il y a même plusieurs piliers aussi, à la hausse, même des semi-conducteurs. C'est pas seulement Nvidia et compagnie qui grimpent ou qui tirent le marché. 2 exemples, tout récents d'entreprises qui ont annoncé de bons résultats, c'est le et donc ce sont des concepteurs de semi-conducteurs, l'américain CC Corp, plus 35% pour l'envolée du cours. Suite à cela, le suédois Sivers Semiconductor, plus 31% aussi. Donc voilà, l'arbre des ténors des puces ne saurait cacher la forêt, parce que la forêt est bien visible et c'est quand même plus sérieux comme hausse quand c'est une forêt et pas un arbre qui attire tout ça à soi. Donc la hausse du marché, d'une certaine façon, est moins extravagante qu'on peut l'imaginer et est plus saine aussi dans ses fondements. Ce qui n'empêche pas que le marché est relativement cher dans l'absolu et qu'il ne faut pas non plus s'égarer et croire au miracle, évidemment. En tout cas, je trouve que l'état actuel des marchés t'inspire, Guy. Je te trouve de plus en plus poète dans les métaphores que tu nous proposes pour mieux comprendre le fonctionnement. C'est Charlotte de Montpellier qui nous rejoint maintenant pour parler inflation et s'interroger sur la durée de cette inflation. Nous, évidemment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, Guy. Bien entendu, avec plaisir. Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Bonjour à tous, je suis Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING en Belgique. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une question qui refait surface à chaque poussée des prix de l'énergie. Faut-il craindre un retour durable de l'inflation? Cette interrogation, elle est particulièrement d'actualité. On sait que les récentes tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont entraîné une nouvelle fois des hausses des prix d'énergie. Et chaque fois que l'énergie se renchérit, les inquiétudes réapparaissent. Est-ce que l'inflation qu'on vit risque de repartir durablement à la hausse ou finalement s'agit-il simplement d'un choc temporaire? En Europe, pour la Banque centrale européenne, la distinction entre les deux possibilités est absolument essentielle. En fait, la Banque centrale européenne, elle ne se limite pas à observer l'inflation actuelle.
elle surveille également les anticipations d'inflation, c'est-à-dire ce que les ménages, les entreprises et les marchés financiers pensent qu'il se passera dans les années à venir. Ces anticipations, elles jouent un rôle clé, car en fait, elles vont influencer les décisions de consommation, d'investissement ou de fixation des salaires. En fonction de ce que vous pensez va arriver dans le futur, vous allez avoir des décisions différentes aujourd'hui. Récemment, une analyse de la BCE a apporté un message plutôt, je dirais, rassurant. Certes, la hausse des prix de l'énergie de ces derniers mois a entraîné une hausse des anticipations d'inflation. Mais c'est plutôt une hausse des anticipations à court terme. L'impact sur les anticipations à plus long terme reste globalement limité. Autrement dit, les acteurs économiques anticipent davantage d'inflation dans les prochains mois, sans pour autant remettre en cause, en tout cas pour l'instant, un retour progressif vers la cible de la Banque centrale européenne de 2%. Donc plutôt, ils voient ça comme un choc temporaire et pas permanent. Mais l'étude met en évidence des différences importantes entre les différents groupes interrogés. Les ménages sont en fait, de loin, les plus sensibles aux variations de prix de l'énergie. C'est logique, en fait. Ils les constatent directement sur leur facture ou à la pompe. En revanche, on voit que les entreprises et les prévisionnistes professionnels ont peu modifié leur perspective d'inflation à long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils considèrent encore la hausse actuelle des prix de l'énergie comme un choc ponctuel plutôt que comme le début d'un nouveau cycle inflationniste. Ce qui est intéressant, c'est de comparer la situation actuelle avec 2022. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le contexte était très différent. Les anticipations d'inflation étaient déjà sous tension et en fait, le choc énergétique s'était révélé beaucoup plus persistant, plus long que prévu. Les prix du gaz, par exemple, avaient continué de grimper pendant plusieurs mois avant d'atteindre leur sommet assez tard dans l'année. Et cette persistance, elle avait progressivement alimenté les craintes d'une inflation durablement élevée. Donc les prévisions d'inflation à long terme des ménages économiques étaient plus élevées en 2022 qu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on voit que la réaction des anticipations face à la hausse des prix de l'énergie est beaucoup plus modérée. Cela signifie toutefois pas que tout le risque a disparu, clairement. Les épisodes inflationnistes de 2022-2023, ils sont encore très clairement dans toutes les mémoires. Cette expérience, elle est relativement récente et finalement, elle rend les ménages, les entreprises, mais aussi les investisseurs particulièrement attentifs à cette toute nouvelle hausse des prix de l'énergie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la sensibilité à un choc énergétique reste aujourd'hui plus élevée qu'avant 2022. La conclusion, finalement, de tout ça est donc plutôt nuancée. Oui, la remontée des prix de l'énergie ravive certaines craintes inflationnistes à plus long terme, mais les craintes sont, à ce stade, plutôt focalisées sur le court terme. On voit finalement que les anticipations à long terme, elles sont restées relativement bien ancrées, bien stables. Finalement, la question pour les prochains mois, c'est pas seulement de savoir jusqu'où les prix de l'énergie peuvent encore augmenter, c'est surtout de déterminer combien de temps ils resteront élevés. Et si ces prix de l'énergie qu'on observe pourraient à nouveau influencer les anticipations d'inflation en général. Ce qui est sûr, c'est que la Banque centrale européenne, elle va rester dans les prochains mois très attentive à la situation, au développement des anticipations d'inflation. Elle veut absolument éviter un décrochage de ces anticipations d'inflation à moyen terme. C'est la raison pour laquelle mes collègues et moi pensons qu'elle augmentera, la Banque centrale européenne, encore ses taux directeurs au mois de septembre et qu'elle maintiendra encore ses taux à ce niveau de 2,5 pour le taux de dépôt pendant plusieurs mois après ça. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.